quand on a été un résistant. Quand on a eu un père qui est mort dans un four crématoire, à mon avis, on ne peut pas être insensible à la souffrance, au manque de liberté et à la peine de mort. Je m'appelle Claude Veille, j'ai 94 ans et je suis membre d'Amnesty depuis 1972, je crois, enfin, depuis une bonne cinquantaine d'années. Nous étions très persécutés et nous étions obligés de nous cacher sous un faux nom avec des faux papiers. À ce moment-là, je suis rentré dans le maquis de Corrèze, voilà, où je portais des plis d'un maquis à l'autre. J'ai été arrêté par des miliciens. Les miliciens, c'était des Français, mais qui étaient engagés dans la collaboration et qui étaient presque pire que les Allemands, qui persécutaient, poursuivaient, torturaient les maquisards et les résistants. Et j'ai été arrêté, ils m'ont demandé les papiers, et ils voulaient me fouiller. Et au moment même où ils ont demandé mes papiers, il y a un Allemand qui était à l'autre bout du pont, qui appelle le milicien en disant « Venez tout de suite, j'ai besoin de vous ». Et à ce moment-là, il m'a dit « Ben, partez ». Et je suis parti et j'ai évité beaucoup de choses. Après la guerre, enfin après l'occupation, etc., en 1945, on voulait oublier tout ça. Et pendant des années, on a été vraiment hors de tout ça. On voulait tout oublier, vivre au maximum, profiter de notre liberté, voyager, rencontrer des gens, s'amuser, etc. On a été très inconscients. Et c'est que petit à petit, on a réalisé que malgré les libérations, le monde entier n'était pas libre. À ce moment-là, on était fous de voyage. Et l'idée d'aller en Angleterre, pour nous, dans ces années-là, après toutes ces années de guerre, etc., c'était vraiment un événement joyeux et heureux. Il y a deux jeunes de notre âge qui s'approchent de nous en disant « Vous êtes Français ?» Alors nous, tous riant, « Oui, oui, on est Français ». Et on pensait qu'ils allaient nous parler de la Tour Eiffel et des baguettes de pain. Mais ils nous disent « Ah, vous êtes Français, eh bien, vous n'avez pas honte de la façon dont votre pays se conduit en Algérie, des tortures. Est-ce que vous êtes au courant ?» Nous, on était complètement stupéfaits. On ne s'intéressait pas du tout à ça. On a été très frappés et vraiment gênés, honteux. Cette rencontre à Londres de gens qui nous ont parlé des tortures qui se passaient en Algérie par des militaires français, qui nous a éveillés et qui nous a fait confiance que tout n'était pas rose, libre et facile dans le monde. On a commencé à lire tous les articles concernant les problèmes de régimes dictatoriaux, d'enfermement, d'emprisonnement, de torture, etc. Et on se sentait d'un seul coup concerné. Alors, tout ça nous engageait de plus en plus à chercher à se battre un peu contre ces tortures, contre ces mises à mort et ces emprisonnements. Et donc on découvre dans Le Monde un article sur la naissance d'Amnesty International, d'abord en Angleterre et ensuite en France. Il y avait à ce moment-là environ 10 personnes qui se réunissaient déjà autour de Marie-Josée Protet. Alors on a rencontré ces 10 personnes
Et avec ces 10 personnes, on a décidé d'ameuter autour de ces 10 personnes tous les amis qui pouvaient être intéressés par le problème d'Amnesty. Elle a fait beaucoup de missions, notamment au Chili. Grâce à l'ambassade de France, elle allait trouver les gens qui se cachaient et elle les amenait à l'ambassade, et de l'ambassade, on les rapatriait sur la France pour leur éviter d'être arrêtés, torturés, etc. Il y a eu, si vous voulez, il y a eu 600 personnes qui ont été sauvées. Mais je ne veux surtout pas dire que c'est Lise qui les a sauvées. Mais Lise a été l'agent de liaison, si vous voulez, qui amenait les gars et qui les reconduisait jusqu'à l'avion. Et Lise a donc créé ce service réfugiés qui retrouvait les gens arrivés notamment en France, elle s'occupait surtout de la France, et essayer de leur trouver un travail, un domicile, voilà, de les remettre à flot. Amnesty, c'était la vie de groupe. Et il y avait, je sais pas, une centaine de groupes, et chaque groupe avait un ami qui était peintre ou qui était dessinateur ou photographe et qui bénévolement offrait au groupe une image pour en faire une affiche. On a eu une avalanche de propositions d'affiches, mais une avalanche, c'est incroyable. Donc on a décidé de créer, enfin j'ai décidé à ce moment-là, de créer un service promotion. Ça a été le grand travail du service promotion, et également d'organiser des spectacles, organiser des concerts, organiser des brocantes, etc. Et ça nous unissait dans le groupe. Mon grand-père avait été chassé de son imprimerie par les autorités françaises. À cause de sa religion. Quand je l'ai repris, on imprimait surtout des étiquettes et des factures, des lettres, une imprimerie commerciale. Et petit à petit, je l'ai complètement dirigé vers la publicité. Et la mode était les adhésifs. Les gamins adoraient ça. Donc les fabricants de yaourts avaient décidé de mettre dans chaque yaourt un adhésif. Et les enfants achetaient les yaourts qui avaient des adhésifs. Et moi, j'imprimais ces adhésifs par millions d'exemplaires. Et pour Amnesty, qui n'avait pas beaucoup de budget de publicité à l'époque, ni de moyens, j'avais trouvé le moyen de mettre sur la feuille, si vous voulez, quand on imprime des adhésifs, on imprime 50 adhésifs sur une feuille, et on peut mettre 2 ou 3 adhésifs avec le sigle d'Amnesty. C'était la bougie et le fil de fer barbelé qui entourait la bougie. Et on a pu imprimer, aux frais de Danone, on a pu imprimer des centaines, peut-être 100 000 ou 200 000 petits adhésifs. Ça a été le premier objet publicitaire d'Amnesty. Danone ne va pas nous poursuivre, on peut le dire ça maintenant. Oui. Tout se passait par lettres, on écrivait des lettres. On écrivait des lettres aux personnalités, aux ministres de la Justice, aux dictateurs, s'il y avait un dictateur, aux avocats, pour protester. Et on écrivait surtout aux prisonniers. On écrivait aux prisonniers pour lui dire « on est là ». Et ça a beaucoup compté pour eux. Ils se sentaient connus, ils avaient un nom, on connaissait l'adresse de leur prison, ils n'étaient plus perdus, abandonnés. Un truc que j'aime beaucoup, c'est l'arme d'Amnesty, c'est le stylo.
Ce n'est pas un couteau, c'est un stylo. Ce n'est pas une scie pour scier les barreaux, c'est un stylo. C'est avec un stylo qu'on scie les barreaux des prisons. C'est l'image d'Amnistie que je trouve très belle. L'attitude des gens a complètement changé. À partir du Nobel, on était officiel, on était reconnu. Voilà, tout a changé. Et alors la vie de groupe aussi est devenue quelque chose de formidable. Il y a une espèce de lien d'amitié avec un but. Un but, c'était de faire libérer ces gens emprisonnés et qui risquaient la torture. Je crois que la plupart de nos amis qu'on a aujourd'hui, ce sont des gens de notre groupe. On y arrive. Il ne faut pas croire que c'est absolument impossible de sortir quelqu'un d'une prison. C'est difficile, c'est long, il ne faut surtout pas se décourager, mais c'est possible. Et c'est une joie intense d'arriver à sortir quelqu'un d'une prison, de l'empêcher d'être torturé, l'empêcher d'être tué. Vraiment, ça vaut la peine de se battre pour ça.